Ça y est, Sung Jin-woo affronte le roi des fourmis et y a pas à dire, l'attente en valait la chandelle. Et bien qu'on ait peut-être pu voir l'un des combats les plus hauts niveaux de Solo Leveling, Sung Jin-woo démontre sa supériorité, que ce soit à la fois sur son adversaire, mais également dans l'univers des Hunters. Mais alors, quelle est sa véritable puissance désormais? Salut à tous, ici Noctis et bienvenue dans cette review de l'épisode 12 de la saison 2 de Solo Leveling, un épisode qui était très attendu par les fans et qui nous a offert l'un des plus beaux combats de l'anime. Alors si vous voulez revivre les émotions que vous avez éprouvées pendant le visionnage de cet épisode, eh bien vous êtes au bon endroit. Bref, ne perdons pas plus de temps et plongeons-nous dans cette review et dans cet épisode 12. Mais qui est cet homme? Ici sont les paroles du roi des fourmis qui cherchait le roi des humains pour obtenir vengeance. Alors que le dernier épisode nous laissait avec un cliffhanger qui a animé internet pendant toute la semaine avec des rumeurs d'épisodes d'1 heure. Attention, je ne vise personne. Cet épisode reprend avec l'arrivée de Sung Jin-woo et son armée des ombres sur l'île. Et bien que la garde rapprochée du protagoniste montreront leur domination sur le champ de bataille, pendant que Sung Jin-woo prend le temps de soigner les Hunters, à l'exception de Cha, dont l'état est trop critique, le duel contre le roi des fourmis ne va pas se faire attendre avec l'arrivée de l'antagoniste dans la fourmilière après avoir éliminé Geto. Alors la première chose que l'on peut se dire, c'est que déjà, Geto est mort. C'est quelque chose dont je n'étais pas forcément sûr au dernier épisode, car oui, il avait l'air d'avoir réussi à parer l'une des attaques du roi des fourmis, donc pour moi je me disais qu'il pouvait peut-être un petit peu rivaliser, mais dès le début de l'épisode, eh bien on comprend que ce dernier s'est fait trancher la tête, un combat qui devait être à sens unique selon moi. Et tout ceci refait écho par rapport à ce que je vous ai dit la semaine dernière et qui va être confirmé dans ce chapitre. Bien que beaucoup d'entre nous se sont plaints par rapport au fait que nous n'avons pas eu toute la scène, en tout cas pas toutes les images, lors du combat de Geto contre Jin-woo, et bien cette fois-ci il n'y a vraiment plus de doute. Et on peut même dire que Jin-woo est largement au-dessus et c'est ce qui va nous être prouvé dans cet épisode. Et d'ailleurs, si on revient au début du combat de Jin-woo contre le roi des fourmis, eh bien le premier échange nous montre déjà qu'il est sur un autre niveau. Et c'est cette fois-ci très bien construit. En effet, comme on se l'était dit lors de la dernière review, chaque coup du roi des fourmis est létal. Et donc tout le monde se dit que lorsque Jin-woo va prendre un direct directement dans la tête, ce dernier ne va pas survivre, ou en tout cas va être grièvement blessé. Et force est de constater que ce dernier reste debout et réplique instantanément avec sa propre droite. Et ceci nous amène à la question de la review. À quel point Sung Jin-woo est devenu puissant? C'est vrai qu'à travers les saisons et surtout aujourd'hui avec les derniers épisodes, eh bien on a l'habitude de voir un Sung Jin-woo qui est devenu super cheaté. Et c'est quelque chose que je remarque ici dans ce combat et ce qui est très intéressant, c'est que Sung Jin-woo, cette fois-ci, eh bien il va quasiment se battre tout seul. En effet, c'était pas forcément le cas quand il s'est battu contre Baran, le roi Baran. Même lorsqu'il s'est battu contre Crow, en gros, c'était toujours toutes ces ombres qui participaient au combat et dans certaines mesures qui venaient l'aider à battre le boss. Alors qu'ici, on a vraiment affaire à un 1 contre 1. Et donc, quelque part, on pourrait avoir deux scénarios. Soit le roi des fourmis est moins puissant que le roi Baran, ou bien Sung Jin-woo est devenu plus puissant. Et c'est ce qu'on va étudier maintenant. Alors dans un premier temps, on va parler de son niveau. Alors c'est vrai que son niveau, ça fait très longtemps qu'on l'a pas forcément vu. Il me semble que la dernière fois qu'on l'a vu, c'était dans le donjon où il faut récupérer l'élixir de vie. Et il me semble qu'il était au niveau 70. Et bien aujourd'hui, après avoir réussi à battre le roi Baran, il est au niveau 97. Et cette information, je la tire du webtoon. Du coup, je vous l'accorde, ça peut ne pas vouloir dire grand chose. Mais quoi qu'il en soit, avec les quêtes quotidiennes, on peut se rendre compte que sa force, sa vitesse et son intelligence sont devenus hors du commun. Et bien sûr, bien au-delà de son adversaire qui est né, et il le dit même, le roi des fourmis, qui est né pour être le plus puissant. Bref, maintenant que ça c'est dit, on peut parler de ses compétences. Et ici, on va en voir 3 principales, même si le héros en possède bien d'autres. Alors ici, on peut commencer par la compétence toucher du dominateur, capacité qui est au niveau 2. Pourquoi je parle de niveau? Parce qu'au départ, Sung Jin-woo était simplement capable de déplacer de petits objets, mais depuis son duel contre Crow, et donc le niveau 2, on peut voir qu'aujourd'hui, il peut saisir des choses qui sont beaucoup plus grosses. Par exemple la chaîne, par exemple Baran aussi, qu'il a saisi par les bras, et là ici, le roi des fourmis qu'il arrivera à mettre à genoux avant de lui infliger une droite. Donc du coup, c'est quand même plutôt fort. La deuxième capacité qu'il a depuis son double éveil, eh bien c'est la guérison. Ici, c'est quelque chose qu'on a pu voir de nombreuses fois et qu'il a même utilisé une fois pour pouvoir se régénérer. Eh bien c'est le fait que son état ne peut pas être altéré, et dans une certaine mesure, ça peut même lui redonner des forces, ou en tout cas le guérir. Troisième capacité, qui est assez nouvelle, eh bien c'est l'échange d'ombres. Ici, c'est quelque chose qu'on a vu, une capacité de niveau 1, et pour le moment, et c'est pour ça que je dis bien pour le moment, vu qu'elle est de niveau 1, Sung Jin-woo ne peut l'utiliser que tous les 3 heures. Bref, ici, les deux dernières compétences ne sont pas forcément quelque chose qui vont beaucoup l'aider dans le combat, à part la guérison, effectivement, qui va lui permettre de pouvoir continuer à se battre. Mais ce qui est encore plus intéressant aujourd'hui, ce sont ses équipements.
Et si vous l'avez remarqué, aujourd'hui, il possède les 2 dagues du roi Baran. Donc les 2 dagues qu'il a obtenues après sa victoire sur le roi démon. Ici, ces 2 dagues lui donnent plus 200% en attaque. Déjà que ces niveaux lui permettent d'augmenter son attaque. Et puis on peut considérer que ces quêtes quotidiennes lui ont permis également d'améliorer son attaque. Et bien d'avoir 200 en attaque par dague, parce qu'il faut le préciser que c'est par dague qu'il a ça. Et bien ça lui permet d'être dévastateur dans chacun de ses coups. Et donc ceci peut expliquer pourquoi il rivalise, en tout cas, ou c'est plus la fourmi qui rivalise avec lui. Parce qu'en fait, Sun Jin-woo va montrer qu'il est quand même beaucoup plus puissant. Enfin, la dernière compétence qui va être mise en avant dans cet épisode, c'est celle de la mutilation. Ici, il s'agit d'une compétence qu'il possédait depuis quelques temps aujourd'hui, et qui va évoluer pour atteindre son niveau maximum. Moi, je vous avoue qu'elle évolue au bon moment, ce qui nous pose la question de quel est le rôle du système auprès de Sun Jin-woo, et qui va être un point que je vais aborder un peu plus tard dans la review. Mais c'est cette compétence qui va lui permettre tout simplement de finir le combat, qu'elle tombe au bon moment. Donc pour ceux qui se posent la question, Taillade est une compétence qui s'emploie uniquement avec les dagues et qui permet à Sun Jin-woo de pouvoir cibler les points vitaux de son adversaire. Avec un enchaînement bien entendu de coups qui est dévastateur, tranchant, bref, tout ce que vous voulez. Et donc bref, avec cette compétence, on fait le tour de tout ce qu'on a pu voir dans cet épisode. Alors qu'ici, je n'ai pas abordé d'autres compétences telles que le domaine du monarque qui permet à ses ombres d'avoir 50% de plus de force d'attaque sur le champ de bataille, ou encore la capacité camouflage qu'on a pu voir de nombreuses fois et qui n'a pas été encore une fois utilisée par Sun Jin-woo cette fois-ci parce que le contexte n'y prêtait pas. Et bref, il y en a d'autres que je pourrais vous dire, mais je passerai assez rapidement pour qu'on puisse continuer la review. Bref, quoi qu'il en soit ici, même s'il s'agit d'un combat qui se dispute, Sun Jin-woo va clairement dominer son adversaire. En tout cas, je sais pas comment vous l'avez ressenti, mais moi en tout cas je ne l'ai pas forcément vu en difficulté à part à un seul moment, ce qui me permet effectivement d'apporter le rôle du système. Ici, comme j'ai pu le dire il y a quelques minutes, compétence Taillade, elle a quand même évolué au bon moment, ce qui pose la question du système. Ici, le système c'est quelque chose que même Sun Jin-woo avait pu remarquer. Le système empêche son joueur de mourir. Et donc ceci se retranscrivait en règle générale par des alertes. Lorsqu'un hunter souhaitait éliminer Sun Jin-woo, ce dernier recevait une alerte pour rester en vie. Les récompenses qu'il obtient avec ses quêtes quotidiennes sont aussi des éléments qui permettent aux joueurs de rester en vie. Donc là, ici, on voit que le système est intervenu directement en lui permettant de faire évoluer sa compétence Taillade. Alors vous pourrez me dire, oui, mais bon, il l'a quand même utilisé, peut-être qu'elle a évolué à ce moment-là. Mais dans ce cas-là, pourquoi elle n'a pas évolué après qu'il ait asséné une attaque, au lieu du moment où il allait lui-même recevoir une attaque qui pouvait être létale? Bref, je pense que vous voyez où est-ce que je veux en venir, et c'est un élément qui est plus ou moins, on va dire, ignoré pour le moment, ou en tout cas l'animé et l'auteur essayent de noyer le poisson pour pas qu'on s'en souvienne réellement, mais c'est que si Sun Jin-woo est devenu joueur, eh bien ça doit être pour quelque chose, pour une vraie raison. Et d'ailleurs, ceci peut expliquer par le fait que chaque fois qu'il se bat contre un adversaire qui est fort, eh bien ce dernier se demande qui il est. Alors ici, ça peut passer l'aperçu parce que dans énormément d'animés et de mangas, lorsque l'antagoniste a affaire à un héros beaucoup plus puissant, et bien il se pose souvent la question de c'est qui cet homme? Pour nous montrer qu'effectivement le héros est quelqu'un, mais ici ça a d'autres conséquences. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il me semble que c'était le roi des elfes, et même c'est arrivé aussi pendant le donjon où Sun Jin-woo a rencontré désormais, qui fait partie du clan qui est maintenant au sommet de la hiérarchie des démons. Bref, à ce moment-là, à chaque fois que cet adversaire essaie de révéler un peu trop d'informations, ou essaie de deviner qui il est, et bien le système brouille les paroles, ce qui peut nous laisser penser que Sun Jin-woo, finalement, ce n'est pas n'importe qui pour le système en tout cas. Et la deuxième chose qui met le plus à l'oreille, c'est qu'en règle générale, les démons ont un message qui résonne en leur disant de tuer tous les humains. Et ce message, eh bien, il n'est pas audible pour Sun Jin-woo. Il n'en soit pas finalement pas le message pour lui. Encore une fois, ça pose des questions sur qui il est réellement. Bref, ici on a fait un focus assez large sur Sun Jin-woo, il est le temps de passer aux 2 derniers sujets. Pour moi, ils ne seront pas forcément très longs, mais ça vaut quand même le coup de le mentionner. Le premier, c'est encore une fois le rôle du Japon. Comme j'ai pu le dire un peu plus tôt, dans cet arc, ils ont vraiment pas le bon rôle. Parce que déjà, dans un premier temps, ils perdent 7 membres parmi 10. Mais là, ici, le bilan, il est pas terrible, sachant que, encore une fois, ils jouaient un peu les rôles des pédants. Et c'est vrai que depuis le début de cet arc, en fait, le Japon font extrêmement les beaux. Je veux dire que ce soit pendant l'entraînement où tu avais la traductrice qui disait qu'ils étaient clairement pas forts, les hunters coréens, que ce soit Geto qui se disait mon équipe elle est morte, c'est qu'ils étaient pas assez forts, et que ce soit le ils vont se faire tuer et on va ressortir vainqueur parce que nous on quittera l'île et on laissera tout simplement en fait les hunters coréens se faire massacrer et puis dans un an ça sera réglé et puis nous on sortira vainqueur. Ils ont vraiment pas le bon rôle. Et donc là c'est vraiment le bon retour de situation où ils se disent ok, on a perdu 7 mecs, qu'est-ce qu'on va faire? On va replier nos hunters de rang S, ils vont aller sur le navire, on va prendre notre flotte, et puis on va attaquer toute l'île, comme ça on sortira vainqueur, parce que la fourmi, elle doit être blessée, parce que Geto a dû la blesser. Et en fait, ce qui est bien, c'est que le karma, il est là dans cet épisode, c'est que c'est pas le cas. En réalité, Geto s'est fait éclater, c'est Sun Jin-woo qui va terminer, surtout quelque chose qu'on a vu mais que j'ai pas mentionné, c'est que son exploit
eh bien, il est médiatisé. Donc là, le Japon va pas pouvoir manier la vérité, détourner la vérité comme il le souhaite. Bref, dernier sujet à voir, eh bien, c'est le cas de Cha. Ici, on se rend compte que Cha donc, est dans un état assez critique, parce que les potions de Senjin-Wu critiquent, et même l'élixir de vie, qui est capable de guérir tout le monde, eh bien, n'a pas réussi à faire le travail. Donc, ici, on peut se poser la question de, dire, qu'est-ce qui va arriver à Cha? Je pense que, on se doute que si on en fait autant autour d'un personnage, c'est qu'elle va survivre, à part si elle décède et que ça fasse quelque chose pour Senjin-Wu, mais ce sera un peu tiré par les cheveux. Parce que jusqu'à présent, aujourd'hui, Senjin-Wu, il n'a pas vraiment eu d'interaction avec Cha. C'est pas comme s'ils s'étaient fréquentés, je veux dire fréquentés, c'est-à-dire qu'ils se sont vus plusieurs fois en tant que hunter professionnel, et que du coup elle décède, et que lui se dit waouh putain, j'aurais pu la sauver, j'aurais pu faire quelque chose. Là en réalité, ils se sont vus 2 fois, voire 1 fois, 2 fois, 3 fois peut-être. Il l'a sauvé 1 fois, mais en réalité, il y a eu un dialogue de 1 minute entre eux. Donc, du coup, forcément, le scénario nous amène plus à dire qu'elle va être sauvée plutôt qu'elle va décéder. Et donc, pour ceux qui n'ont pas vu le webtoon, je ne sais pas si vous le voyez, la solution qui pourrait être mise en place pour qu'elle soit sauvée. En tout cas, si vous passez sur cette review et que vous êtes toujours là à ce moment-là, mais je suis curieux de savoir en fait si vous voyez la solution qui pourrait être utilisée pour pouvoir la sauver. Bref, en tout cas, c'est tout pour moi. Comme vous pouvez le voir, donc review qui est un peu plus hybride, basée un petit peu sur le React et sur la review un peu plus analytique, avec des choses que j'ai souhaité analyser plus en profondeur et d'autres que j'ai un peu plus laissé de côté. Bref, en tout cas, si vous avez aimé cette review, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. La chaîne est au début. J'avoue que ça fait plaisir de voir en tout cas des likes et de voir que la communauté peut s'agrandir en tout cas autour des animés, des mangas, même si voilà, il y a pas mal de youtubeurs qui proposent ça aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à faire ceci si vous avez apprécié mon travail. Et en ce qui me concerne, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine.